Bonjour, heureux de vous retrouver à cette autre édition du débat Diaf TV. Encore une fois de plus, le Cameroun est à l'honneur. Après une semaine du grand dialogue national tel que l'a appelé le président Paul Biya, nous nous retrouvons sur Diaf TV pour prendre les impressions de la diaspora camerounaise depuis Paris. J'ai donc l'honneur, chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, de recevoir sur le plateau de votre émission, à ma droite, donc, Véronique Lehmann, qui est déléguée à la communication de la section France Nord du RDPC. C'est bien ça? Voilà. Ça. Et votre autre casquette en tant que directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social. Merci. Et en face d'elle, donc, nous avons pour la première fois sur notre plateau, donc, le père Sissono Xavier, François Xavier. C'est bien ça? J'espère que je prononce bien le nom et le prénom. Oui, oui. Voilà. Donc, bienvenue sur Diaf TV. Vous êtes donc un universitaire et vous êtes également prêtre donc au diocèse de la ville de Corbeil-Essonnes, et Corbeil-Essonnes, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Et vous êtes également auteur d'un livre que nous avons donc l'honneur de recevoir très bientôt sur Diaf TV, Gouvernance et stabilité sociopolitique en Afrique, la responsabilité de Paul Biya dans le processus d'une transition démocratique apaisée et réussie au Cameroun. Oui. Voilà, donc bienvenue sur Diaf TV. Merci. Alors, merci donc, de me recevoir. Voilà. Merci aux éditeurs de Diaf TV. Voilà, bienvenue. Alors, à côté de lui, donc, on ne présente plus Abdelaziz Moundé, journaliste. Abdelaziz, donc, qui, il y a quelques jours encore, nous gratifiait dans de ses directs, adressé directement à un personnage qui ne se présente plus au Cameroun, monsieur le sultan Bombondua. Bonjour Abdelaziz et bienvenue sur Diaf TV. Bonjour, Ligassa. Alors, donc, sans plus tarder, je vais commencer par donner la parole donc, à Abdelaziz, qui venait de la recevoir. Abdelaziz, le grand dialogue vient de s'achever au Cameroun. Je voudrais d'emblée demander si, selon vous, le processus qui a conduit au choix de la diaspora camerounaise qui aura représenté, entre guillemets, on va dire, la diaspora camerounaise, est un processus qui vous a paru OK. Oui, enfin, je suis très embêté de répondre à cette question parce qu'elle est dans un ensemble. La diaspora faisait partie des 8 sous-commissions qui avaient été préfiguré dans le discours du président Biya le 10 septembre et matérialisé par l'organisation concrète et pratique du grand dialogue national, puisque ces 8 commissions concernaient la question du bilinguisme, orientée vers la résolution de la crise anglophone, la question du bilinguisme, la diversité et de la cohésion nationale, la question du système éducatif, la question du système judiciaire, la question de la reconstruction et du développement des zones sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest, la question du désarmement et de la démobilisation et de la réintégration des jeunes combattants de la faction amazonienne sécessionniste et bien sûr la question du rôle de la diaspora dans la résolution de la crise dans le nord-ouest sud-ouest et le rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun. Et une mission a été envoyée, qui a été conduite par Mme Diane Achamofor, qui est avocate au barreau du Cameroun, et secondée par le professeur Louis Atangana, qui a présidé la commission, lors du dialogue national, qui a présidé la commission en charge donc, du rôle, devant discuter du rôle de la diaspora dans la crise, dans le nord-ouest, sud-ouest et dans le développement local. Alors, le professeur Atangana, qui nous a reçus, c'était un honneur d'être reçu par cette délégation en tant que Camerounais, parce que tout ce qui concerne le Cameroun nous concerne personnellement, eh bien, avait fait état de ce que, après sa rencontre avec l'ambassadeur du Cameroun, il avait souhaité élargir un tout petit peu le panel des Camerounais qu'il allait rencontrer, étant entendu que c'était un dialogue national. On ne dialogue pas avec ceux avec qui on est d'accord, a priori. On dialogue parce qu'il y a des positions qui sont parfois divergentes, parfois différentes. On peut les amener à converger ou tout simplement trouver des points de consensus. Et donc, à partir de ce moment-là, la liste qui lui avait été remise était une liste qui était un tout petit peu monolithique, c'est-à-dire qu'elle concernait les camarades de ma sœur et amie Véronique Lehmann, donc les camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et puis un certain nombre de personnes de la diaspora qui étaient, comment on dit ça, qui convenaient, ou tout simplement des personnes qui semblaient ne pas poser de problème. Alors, et ça, il faut saluer cela aussi. C'est-à-dire que Mme Diane Achamofor, monsieur le professeur Louis Atangana,
Dani Boni Dachako et la présidente du Conseil national de la jeunesse, qui faisaient partie de cette délégation, ont voulu que ce panel soit élargi à des personnes qui ne pensent pas comme le président Biya, qui ne pensent pas comme le RDPC, qui ne pensent pas et qui sont critiques vis-à-vis de la manière dont le pays est géré, y compris, précisément, puisque c'était la crise dans le nord et sud-ouest, les ambazoniens, les sécessionnistes, ceux du South Ammo National Council, etc., etc. Donc, ils ont ouvert et ils ont mené ce cycle donc, de rencontres. Ça, c'était un point positif, j'avoue. Oui. Et il y a eu donc la rencontre publique avec la diaspora à l'ambassade du Cameroun. Et donc après vous avez pris, oui, à laquelle j'ai pris part, donc ils nous ont reçus en matinée, on a pris part à la rencontre dans l'après-midi. Mais le problème, là, à ce niveau-là, c'est le bémol, c'est l'étroitesse dans laquelle on rangeait les sujets. Ce d'autant plus qu'on l'a vu au cours du dialogue, on va en parler tout à l'heure, il y avait des questions, il y avait des abcès qu'il fallait crever entre Camerounais, parce que c'est souvent comme ça, pour faire soigner la plaie, il y a une prophylaxie, il y a un travail qu'il faut faire avant, effectivement, de nettoyer ou de soigner ou de guérir complètement la plaie. D'accord. Alors, donc, juste après toi, je vais poser la même question à Véronique Lehmann. Véronique Lehmann, c'est donc le RDPC qui avait mis en place le processus de sélection des Camerounais de la diaspora. Nous sommes donc obligés un peu de vous demander, sachant qu'il n'y a aujourd'hui au Cameroun pas d'institutions dédiées à la diaspora, comment s'est fait donc cette sélection des Camerounais de la diaspora qui ont participé pour d'aucuns au Cameroun même déjà à ce grand dialogue national qu'avait organisé le président Paul Biya? Ben écoutez, avant de répondre à votre question, si vous permettez, je vais dire bonjour à nos téléspectateurs du monde entier, en particulier à ceux du Cameroun qui nous écoutent. Je pense que le dialogue a vraiment commencé puisque je suis en face de mon frère Abdelaziz Moundé, avec lequel on a travaillé dans une ancienne vie, exactement en 2010, au mois de mai, avec l'actuel Minerex. Donc à l'époque, il était l'ambassadeur Monsieur Mbela Mbela, qui nous avait convoqués pendant 10 bons mois pour travailler sur le Conseil supérieur des Camerounais de France. Et je dois dire que les résolutions qui ont été prises sont le fruit de ce travail-là. Et malheureusement, ce travail n'a pas été validé. Donc, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui de me poser la question de savoir comment le casting a été fait. Je ne sais pas, le RDPC, je pense que le RDPC a sélectionné, en tout cas pour les instances du parti, je pense qu'il y a eu un consensus sur les présidents de section extérieure. Voilà, on arrive le temps de la diaspora. Si vous regardez mes posts, j'ai toujours fédéré la diaspora et je leur ai souvent dit que ça prendra le temps que ça prendra, mais le Cameroun fera avec sa diaspora. Donc une sélection assez hétéroclite. Les critères, je pense que c'était les présidents de section, donc des sections extérieures, pour me prendre un petit peu. Voilà, et des membres de la diaspora de bonne volonté qui se sont sentis concernés, qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République d'être autour de la table. Je pense que certains ont profité de cette perche qui leur a été tendue pour ne pas attendre une invitation formelle et se dire que c'est un moment national, un moment historique. Parce que rappelons quand même que le président nous a convoqués autour d'une table. Quoi de mieux que de pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X qui nous minent, qui voilà, nous permettent d'avoir des divergences. Et ma foi, je pense qu'au vu de la manière dont les travaux se sont déroulés, j'ai envie de dire qu'il a eu raison de convoquer. Donc la sélection, je vous dirais que la sélection s'est faite sur 3 critères, des critères politiques, des critères professionnels et je pense des critères éthiques et de patriotisme du Cameroun pour ceux et ceux qui ont répondu à cet appel et qui se sentaient concernés d'une manière ou d'une autre. Voilà pour répondre brièvement à votre question. Alors, Père François-Xavier, vous venez donc d'écouter ce que nous disait tantôt Madame Véronique Lehmann, qui est donc très claire sur le processus qui a été mis en place dans le choix de la diaspora camerounaise qui a été appelée à intervenir dans ce grand dialogue. Vous avez multiplié les postes, on vous a lu, mais est-ce que vous avez trouvé un peu curieux
ce processus-là qui a mené au choix des Camerounais de la diaspora qui sont intervenus au Grand Dialogue national? Ou alors pour vous, tout s'est bien passé? Merci Guy. Permettez-moi, moi je ne vais pas faire dans la langue de bois. J'ai été très surpris et même ahuri de la manière dont ce dialogue a été organisé. Il faut dire que ce dialogue, on le demandait depuis 2016 aujourd'hui. Et subitement, excusez-moi le terme, le président de la République a décidé le 10 septembre de convoquer un dialogue national. Et nous sommes le 6 ou le 7 octobre aujourd'hui. Le dialogue national est déjà achevé. Moi, je préfère plutôt parler du début du dialogue national parce que je n'estime pas qu'on puisse organiser un dialogue national en une semaine. Non, s'il vous plaît. Nous faisons partie de la génération des Camerounais qui ne devront pas supporter cette façon de faire des choses. Il ne faut pas se le cacher. C'est nous qui allons supporter et vivre ce qui est en train de s'organiser maintenant. Et c'est pour cela que je vous demande une fois de plus de pardonner mon énervement. Cette affaire n'a pas été bien organisée, s'il vous plaît. Alors, donc je reste avec vous pour la suite donc, des questions sur comment la diaspora a vécu ce dialogue qui se tenait au Cameroun aujourd'hui. C'est vrai que ma question, dans un premier temps, consistait à savoir si, selon vous, le processus, n'est-ce pas, de sélection des Camerounais de la diaspora vous a semblé équitable au juge. On comprend très bien que pour vous, déjà, le dialogue en lui-même étant mal embarqué, le reste ne peut que être mal embarqué. On a bien compris, c'est bien ce que vous voulez dire. Effectivement, Véronique venait de le dire tout à l'heure et c'est encore ahurissant une fois de plus de penser que c'est le RDPC qui devait organiser ce dialogue. Il s'agissait d'un dialogue national qui devait intéresser toute l'opinion camerounaise. Bon, et si c'est la politique, c'est les politiques qui devaient organiser ce dialogue, je ne pense pas que cela devait se faire en l'absence du MRC, puisque c'est après le dialogue que le leader du MRC a été libéré. Alors, qui a organisé le dialogue? Le président de la République lui-même a posé cette question lors de son intervention. Avec qui on va organiser le dialogue? Peut-être qu'il a aussi même posé la question qui va organiser le dialogue. C'est pour cela que j'insiste encore. En tant que faisant partie de cette génération, franchement, qui ne devrait pas accepter cette façon de faire des choses, le dialogue national a été mal organisé. Moi, je n'ai jamais été intéressé particulièrement. Je pense que la communauté, la diaspora camerounaise en France connaît quand même, et je suis content que Mme Lehmann du RDPC soit là. Je faisais partie, je ne vais pas dire j'étais le premier, je faisais partie de ceux, alors que l'opinion camerounaise avait encore peur de mettre le doigt sur la crise anglophone. On cherchait des mots pour désigner cela. Moi, j'ai invité les Camerounais à travers l'association Synergie Estudiantine pour la promotion de l'action intellectuelle et culturelle de s'asseoir autour d'une table, de penser cette révolte, de penser l'avenir du Cameroun, parce que notre président est en train de se fatiguer. Il faudrait qu'on pense à l'avenir du Cameroun. J'ai été parmi les premiers, et aussi bien sur le plan civil que comme religieux, à appeler l'opinion camerounaise à s'asseoir autour d'une table pour penser cela. Malheureusement, je n'ai jamais été appelé, alors que le 2 septembre, j'ai écrit formellement au Premier ministre, lui demandant, parce que j'avais entendu dans les couloirs qu'un dialogue s'est préparé au Cameroun. Le 2 septembre, j'ai écrit au Premier ministre, son Excellence John Gouté, que je voulais personnellement faire partir de cette commission de la diaspora pour ce dialogue. J'ai écrit à l'ambassadeur du Cameroun pour cela. Malheureusement, ni du Premier ministre, ni de l'ambassade du Cameroun en France, je n'ai reçu aucune réponse. Alors, on a invité qui? Puisque moi, personnellement, je fais partie de ceux-là qui ont mis leurs doigts dans cette histoire.
et je n'ai jamais été invité. Alors, moi, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Notre confrère Abdelaziz a essayé de peindre le tableau de façon assez idyllique tout à l'heure. Moi, je n'ai pas vu comment est-ce que ce dialogue a été organisé. En tout cas, on n'organise pas un dialogue national en une semaine. D'accord, nous dit. Oui, alors effectivement, j'allais vous laisser la parole pour réagir. Mais déjà, on a bien pris connaissance des différentes opinions sur le processus de sélection des Camerounais de la diaspora à ce grand dialogue. Permettez-moi d'embrayer maintenant sur, on va dire, l'un des volets de cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand dialogue national vous semble avoir inspiré, on va dire, des résolutions qui sont de nature à apaiser nos frères du Nord et Sud-Ouest Cameroun? D'abord, il n'y a pas eu de résolution. Il y a eu des recommandations dans le rapport du grand dialogue national. Ce sont des recommandations. Ce sont des recommandations. Oui, et pourquoi? Parce que mon père, tout à l'heure, je pense qu'on n'était pas encore dans le vif du sujet. Vrai. On a parlé d'un processus de sélection. Et vraiment, pour sa gouverne, je voudrais lui dire que c'est peut-être parce qu'on a une fatigue, non seulement mentale, spirituelle et morale quand on est Camerounais. Je suis l'auteur d'un livre, La Révolution des oiseaux. Et j'ai été indexé au Cameroun comme étant oiseau de mauvaise augure. C'est-à-dire que dans les discours du président, ça a même fait l'objet de une au Cameroun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on revient encore, mon père, sur ce plateau, comme on dit chez les bêtis, trop de reproches engendrent la haine. C'est-à-dire que si on revient encore sur les 3000 morts qui sont passés entre 2016, que le Cameroun pleure, que ce soit les soldats, les militaires, les gendarmes, les forces de défense, ou les populations du Boyo, du Boui, du Lubialem, de la Magnou, de la Menchoum, de la Mézam, vraiment, ce sera un réquisitoire. Ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, quand vous avez posé la question, elle était précise. Sur ce cas-là, c'est-à-dire que quand mon père parlait tout à l'heure de la question de la sélection, des profils, et c'est bien ce que j'ai dit concernant le professeur Atangana. C'est-à-dire que quand on vous appelle au téléphone un dimanche, pour vous demander si vous ne pouvez pas être présent, venir à l'hôtel, rencontrer Mme Diane Almachamorfo et sa délégation, c'est assez critiquable sur le plan méthodologique. Pourquoi? Parce que le 10 septembre, pour le 30 septembre, évidemment, et effectivement, c'est très très court. C'est très très court. Alors, concernant la diaspora, c'est-à-dire que quand ils l'ont fait, le lundi, on les a rencontrés, eh bien ces points-là ont été portés, y compris les points qui étaient, pour nous, on était 4, les conditions permissives. Parce que quand le président vient à élargir un certain nombre de compatriotes... Il y avait des préalables dans vos documents. Oui, tout à fait, le document, c'était très clair. Et quand on en est venu même à proposer que l'un d'entre nous fasse le déplacement de Yaoundé, mais de manière très très polie, hein, de manière très très polie, tout aussi patriotique, nous avons dit que cela serait difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, la situation du Cameroun actuellement demande beaucoup plus de sincérité et de vérité que de politique politicienne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'une des résolutions, ils ont recommandé une commission vérité et réconciliation. En clair, autrement dit, la question du dialogue national va être un processus long. On ne répare pas de telles choses en 4 jours. En 4 jours. On ne répare pas de telles choses en 4 jours. On est totalement d'avis. Tout à l'heure, on parlait de la question de la sélection. Et c'est pour cette raison que j'ai souligné le fait que, au sortir du bureau de M. Alfred Nguini, ambassadeur du Cameroun en France, la liste qu'on a remise, effectivement, à la délégation, était une liste qui était monolithique. C'était de sont des gens... Des gens qui étaient, comment dire ça, qui sont accommodants, ou bien des militants du parti. Des militants du parti. Ce n'était pas normal. D'accord, sur les recommandations alors. On parle d'un dialogue national. Oui. Et Guingassa, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont on gère habituellement les Camerounais, y compris de la diaspora. On a parlé tout à l'heure en coulisses avec ma chère Véronique Lehmann des questions de la représentation de la diaspora. Ça a toujours été ça. On désigne des gens, des amis, des copains, des gens accommodants. Et ça a fait le lit de beaucoup de choses au Cameroun. De beaucoup Mais le dialogue a quand même... parce que tout à l'heure, je vais donner la parole à Véronique Lehmann là-dessus. Je veux dire, alors,
le grand dialogue national a quand même aujourd'hui fait monde d'un certain nombre de recommandations. Oui. Vous pouvez le mot recommandation sur la diaspora. Oui, oui. Et là, nous sommes ici en tant que diaspora. Est-ce que ces recommandations vous semblent avoir du sens? Alors, ne serait-ce que sur ce point. En mai 2010, M. Fauzin, Thomas, M. Emmanuel Wonu et Albert Mbida. 2013. Non, en mai 2010, il y a eu une mission envoyée par le gouvernement camerounais pour rencontrer la diaspora sur les 5 continents. Et cette mission, à l'ambassade du Cameroun, le 15 mai 2010, M. Fauzin a rencontré les Camerounais. Et à ce jour-là, j'étais présent avec Lehman et d'autres Camerounais. Oui. M. Fauzin a annoncé que des mesures allaient être rapidement prises dans le sillage de l'annonce par le président Biya le 26 juillet 2009, dans son discours à la diaspora, de la mise à l'étude du projet de modification de la loi de 68 sur la nationalité prévoyant l'introduction de la double nationalité au Cameroun, en plus du vote des Camerounais à l'étranger. Le vote ayant intervenu à partir de juillet, puisqu'on a autorisé ce vote en juillet, et les Camerounais ont voté en octobre 2011. Alors maintenant, quand en 2019, 9 ans plus tard, 9 ans plus tard, et 10 ans après le message, le discours du président à la diaspora, pourquoi voulez-vous qu'on soit euphorique quand on a comme première mention d'une résolution, d'une commission sur le rôle de la diaspora dans la résolution de la crise anglophone et dans le développement du Cameroun? Pourquoi voulez-vous qu'on soit euphorique? On va tout simplement être encore plus lucide qu'avant. Se demander pourquoi, comme pour la crise anglophone, on attend 3000 morts, comme pour d'autres situations, on attend, le président dit, le Cameroun sera prêt le jour dit, et on n'a pas la canne, etc. On peut multiplier les situations. La question de la double nationalité, la question du Haut Conseil de la diaspora, Véronique Lehman pourra peut-être revenir. Là, tout à l'heure, elle a parlé du Conseil supérieur de Camerounais de France. J'en étais le secrétaire permanent, elle avait été la présidente provisoire. L'idée que les Camerounais de France devaient, puisqu'il y a un tissu associatif qui est dynamique, devaient avoir des instances représentatives fédérales, collégiales, pour pouvoir représenter la diaspora en toutes circonstances. On n'aurait pas ce problème dont décriait tout à l'heure de représentativité, donc de légitimité. On n'aurait pas ce problème. Sur la question d'un ministère dédié aux Camerounais de l'extérieur, ou de la représentation des Camerounais au Parlement, c'est-à-dire au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc. Ces questions avaient déjà été mises sur la table, que ce soit en mai 2010 avec les Camerounais qui avaient remis des doléances à la délégation, ou en 2013, quand le président de la République a reçu 22 Camerounais de la diaspora pour discuter d'un certain nombre de questions qui nous concernent. Donc je veux dire que rien de nouveau sous le soleil. Parce que la question qui concernait ce dialogue national, de mon point de vue, était liée à celle de la commission sur la décentralisation et le développement local, la commission numéro 8. C'est-à-dire que cette commission-là était chargée, était celle qui, sur le plan politique, devait donner le là pour ce Cameroun qui est décrispé, ce Cameroun qui règle un problème sur 30 000 km², dont dans sa partie nord-ouest, sud-ouest, l'ancien Southern Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un statut spécial au titre de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution. Et puis maintenant, ce sont les modalités. On va en parler tout à l'heure. Les modalités de ce statut spécial. Donc, à partir du moment où cette montagne, on estimait qu'elle va accoucher d'une souris parce qu'on ne s'y attendait pas, à partir du moment où on n'a que ça, on peut encore se poser des questions à la fois sur la pertinence et sur les perspectives de ce dialogue national. D'accord. Alors, Véronique Lehman, vous qui êtes donc au cœur donc, on va dire, du parti État RDPC qui a organisé ce dialogue. Est-ce que vous comprenez un peu, on va dire, les inquiétudes et même un tout petit peu les hésitations à donner caution aux recommandations qui ont été dans celles de ce grand dialogue national depuis? Non, moi je serais plus conciliante avec les organisateurs de ce dialogue, pas parce que je suis du RDPC, mais parce que je suis d'abord un membre de la diaspora très actif. Quand vous avez entendu l'historique que mon frère et ami Abdelaziz, même si nos chemins se sont séparés aujourd'hui, nous avons fait un travail de fou depuis à peu près 10 ans, comme il disait, depuis 2009.
l'adresse du chef de l'État à la diaspora, à l'ambassade du Cameroun, c'est dire que la France est une porte d'entrée. 2010, où son Excellence Mélan Bella nous a réunis à l'époque quand il était ambassadeur pour créer le Conseil supérieur des Camerounais de France. 2013, à l'audience avec le chef de l'État où il était à mes côtés. Donc je dirais que je suis conciliante parce que je pense que nous avons un problème, tous les Camerounais, ce qu'on se croit tous légitimes pour assister à des choses. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'aurais pu être à Yaoundé, j'avais aussi la légitimité pour y être, pour avoir assisté à toutes ces étapes, pour avoir été élue représentante provisoire de la direction de la diaspora sous la direction de l'ancien ambassadeur, pour avoir organisé le Forum international de la santé. Voilà. Donc, je pense qu'on a chacun quelque chose qui nous relie à l'amour du Cameroun. Maintenant, au stade où nous en sommes, je pense que plutôt que de revendiquer où on devait être, où on ne devait pas être, le président l'a bien dit, tout le monde ne peut pas y être, mais on contribue. Donc, moi, j'ai envie de dire que j'ai appris au fil et à mesure des années de me contenter, de participer, même de loin. Voilà, effectivement, le père, je le confirme, a été l'une des personnes. Il a même organisé une messe à laquelle moi j'ai assisté pour la paix dans ces zones-là, à l'époque à l'église d'Aubervilliers. Il a organisé où il y avait des membres de la Commission internationale de la paix. Donc on est tous quelque part légitimes parce que nous aimons notre pays, parce que nous travaillons pour et nous ne faisons que ça. Mais si on n'y est pas, on peut contribuer d'une autre manière. C'est pour ça que moi j'ai appris à être conciliante avec le Cameroun, parce que même la délégation qui est venue, elle devait parcourir un certain nombre de pays en peu de temps. Ce sont des êtres humains. Enfin voilà, donc je pense qu'il va falloir se dire que le dialogue a commencé, c'est un processus. Quelque chose a été amorcé. Il y a des enfants qui sont sortis des forêts, qui sont venus parler, qui nous ont fait pleurer, qui ont demandé pardon. C'est un début. Pourquoi on ne se dit pas, au moins on a commencé quelque chose? Essayons de faire en sorte que tout ce travail depuis des dizaines d'années, pour certaines choses, c'est même plus de 10 ans, parce qu'il parlait tout à l'heure des résolutions sur la décentralisation. Moi, je me rappelle à l'époque, nos collègues militants, il y avait un beau projet de Montero qui a accouché de beaux collaborateurs de M. Tchimevunaki, aujourd'hui délégué du gouvernement. Nos collègues militants, notamment, qui ont pensé à un projet de décentralisation. C'est dire comment les réseaux personnels, professionnels de la diaspora sont capables d'apporter des choses au Cameroun. Donc moi, je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait des choses, un début de processus qui est commencé. Et je me dis, ma foi, sous l'impulsion du président, il y a quelque chose qui a commencé. Saisissons cette chose pour parachever le travail qu'on a commencé depuis 10, 15 ans pour arriver à quelque chose, pour qu'on puisse ne plus sentir ces frustrations. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est que chaque Camerounais a envie d'être utile pour la nation Cameroun, où qu'il se trouve. Et on a tellement la chance d'avoir des intelligences. On est tellement dynamique, on est tellement tous intelligents que chacun se croit légitime de participer. Donc, donnons la possibilité à tous les Camerounais d'utiliser leur talent, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se sentir capable d'apporter quelque chose à son pays et de ne pas être autour de la table. Je crois que le problème fondamental aujourd'hui, c'est que tous les enfants du Cameroun ont besoin de participer à la construction du Cameroun. Et pour chuter, quand j'ai fait le discours de clôture du Forum de la diaspora en 2017, j'avais imploré le représentant du président qui était là, j'avais utilisé une parabole de l'enfant prodige, ceux qui sont partis, de nous ramener dans la maison Cameroun pour qu'on puisse être utile. Parce que si chacun de nous se sentait utile, je crois qu'une partie des frustrations serait... Voilà moi ce que je peux vous apporter en tant que femme, d'apaisement, et se dire qu'il y a quelque chose qui a commencé, essayons de l'eau mûrir et de l'eau parachever. Alors, Père François Xavier, on vient d'écouter à la fois Abdelaziz et Véronique Lehmann sur la question, pour vous, les recommandations de ce grand dialogue national, qui sont quand même, on va dire, tout de suite, après étayées par la sortie du président de la République,
du point de vue du Camerounais d'espoir que vous êtes, ne vous paraissent pas avoir suffisamment quelque chose de particulier? S'il vous plaît, je reste assis sur ma position et je suis très content que Véronique l'ait dit tout à l'heure, elle qui est du RDPC, que effectivement le dialogue a commencé. Or, il se trouve que nous sommes à la fin du dialogue. Alors, c'est une question de principe. Il s'agit de quoi? C'est le début du grand dialogue, ou bien ce dialogue a déjà eu lieu en 4 jours. Et c'est pour cela que moi, je ne peux pas parler des résolutions. Franchement, je ne crois pas à ces résolutions parce que, en fait, si nous partons du principe que le président de la République a ouvert la porte au grand dialogue et que ce dialogue ne peut pas se dérouler en 4 jours, on ne peut pas parler des résolutions, sinon à l'heure actuelle mettre des différentes propositions, des différentes commissions qui auront eu du temps pour travailler. Abdelaziz le disait tout à l'heure, la délégation française. Personne n'est allé au Cameroun. Pourquoi? Parce que déjà les gens n'étaient pas sûrs de leur sécurité lorsqu'ils seraient allés au Cameroun. Et je suis un tout petit peu déçu parce que tous ceux qui ont préparé ce dialogue-là, ça comment ça se passe en Europe. On ne se lève pas aujourd'hui pour prendre le billet d'avion demain et se retrouver au Cameroun après-demain. Ça, c'est des choses qui doivent être préparées d'avance. Alors que nous savons que la diaspora camerounaise joue et devra jouer un rôle très important dans ce dialogue. Cette diaspora ne devait pas être traitée de cette manière où nous nous retrouvons avec personne qui soit parti de la France pour le grand dialogue au Cameroun. C'est pour cela que, franchement, Guy, moi je ne parle pas de résolution parce qu'on ne peut pas encore trouver des résolutions alors que ceux qui sont même principalement concernés par ce dialogue sont encore en prison. Par exemple, le cas de Ayou Tabe. Est-ce qu'on peut parler du dialogue avec les anglophones alors que c'est lui qui est supposé être à la tête de ceux qui ont pris les armes est en prison? C'est après le dialogue qu'on a libéré Maurice Kamto. Est-ce qu'on peut parler du dialogue alors que Maurice Kamto, qui représente le MRC, qui est le principal parti d'opposition au Cameroun à l'heure actuelle, n'était même pas au dialogue? S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, moi j'estime que c'est maintenant que le vrai dialogue, le grand dialogue devrait commencer et prenez tout votre temps. C'est ce que je propose dans le livre dont vous avez fait allusion tout à l'heure, Gouvernance et stabilité sociopolitique en Afrique. Prenez tout votre temps. Nous ne sommes pas pressés pour parler du dialogue. Il s'agit de préparer la transition au Cameroun et cela, nous ne sommes pas pressés. Prenons tout notre temps pour effectivement parler du dialogue et de préparer la transition au Cameroun. Un dialogue ne se prépare pas ne se déroule pas en 4 jours. Le Cameroun est un pays sérieux, s'il vous plaît. Abdelaziz, est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, depuis Yaoundé, nos frères du Nord et du Sud-Ouest ont été entendus dans l'ensemble des recommandations qui ont été faites pour apaiser la situation de crise dans nos eaux? Vous avez remarqué que pendant que le dialogue se déroulait, il y avait les coups de feu à Bamenda, mais vraiment de manière retentissante. Il y a eu une sœur, une compatriote qui a été décapitée. Vraiment, Florence Piline, qui a été décapitée, vraiment avec des images que je n'ai pas pu, qui étaient insoutenables. Pour le coup, le mot insoutenable a tout son sens. Et que pendant que les jeunes comme Yannick, avec ses frères, sa vingtaine de frères, étaient présentés comme ceux qui ont en reddition, les ex-combattants en reddition, qui venaient demander pardon. Mais moi, je n'ai jamais entendu le Premier ministre John Gouté demander pardon aux Camerounais, ni le président Biya, mais quand même, un peu de pudeur. C'est-à-dire que ceux qui devaient venir devant les Camerounais demander pardon, c'est précisément le gouvernement, c'est précisément le chef de l'État. Et ça, on est en Afrique. On est en Afrique. C'est-à-dire que si on doit mettre sur la table les questions, on libère des personnes qui ont fait pression. Il y a une pression internationale qui s'est exercée sur le cas Maurice Kamto. C'était assez inédit parce que beaucoup s'étaient mépris sur le sujet en pensant que... on va y arriver. Hein. Excuse-moi, oui. C'est très important. La libération de Maurice Kamto n'est pas intervenue par la magnanimité du chef de l'État.
ni celle des 333 prisonniers. Puisqu'on y est, on va... Les 333 prisonniers, c'est-à-dire que si le président de la République, si le président Paul Biya, effectivement considère que ceux qui ont manifesté, comme Manchou Bibixi et les autres, en revendiquant un certain nombre de choses, en exprimant leur frustration. Je rappelle que dans le discours du président, le président adresse le problème et il dit les solutions qu'on a trouvées. Moi, je ne comprends pas quelle est la chimie intellectuelle qui fait que, voilà un citoyen, un jeune citoyen qui vous dit, moi je ne suis pas d'accord, qui s'exprime pacifiquement. Manchou Bibixi n'a jamais porté un coup de feu, n'a jamais porté une arme, n'a jamais insulté la moindre autorité. Manchou Bibixi est l'activiste qui a été à l'origine de cette la révolution du cercueil. On a porté des cercueils dans la ville de Bamenda. Et il a été condamné pour 15 ans de prison. 15 ans de prison. Au même titre que j'ai entendu des ex-ministres, des pontes du régime, dire que les leaders du MRC méritaient, sinon la peine de mort, au moins 15 ans ou 20 ans de prison. On l'a entendu au Cameroun. Et les mêmes qui se réjouissent aujourd'hui de la libération de Maurice Kamto, de ses alliés et de ses partisans. Non, c'est que nous avons un problème fondamental au Cameroun. Véronique, tu parlais tout à l'heure de son statut de mère de femme. Si on ne revient pas à notre africanité, eh bien, on va gloser sur les questions techniques. On peut en parler à perte de vue. Sur les questions des résolutions techniques, il n'y a pas de problème. Ce que les 8 commissions ont produit, ce que M. Bagnou Félix a lu comme rapporteur général des travaux. Mais je veux dire que si ce n'est pas la vérité qui nous guide, l'amour, la fraternité, l'amour, parce que la patrie, en fait, la patrie a des déclinaisons, a des soubassements. La question de l'amour, la question de la fraternité, on ne la met pas en avant. On privilégie plutôt le lustre du chef de l'État. Et ça n'aide pas le président de la République, puisque ces mêmes partisans, pendant qu'on règle la crise anglophone, le gouverneur Okala Bilay traite ses compatriotes de chiens, de rats. Le gouverneur, des Camerounais qui tiennent une chaîne de télévision que je ne veux pas citer ici, ont dit de manière ostensible, ont adressé des mots qui étaient totalement, qu'on ne peut pas reprendre ici, à l'encontre de leurs compatriotes. Des ministres, y compris le ministre Sadi, y compris le ministre Atangandi, c'est le ministre Sadi qui a pris la décision d'interdire, même pas simplement de dissoudre, le consortium qui a été convié finalement à travers ses membres à Gbobala au dialogue. Donc en fait, les préalables du dialogue étaient un tout petit peu pour eux. Les préalables du dialogue étaient un tout petit peu contestables. En fait, dans le propos que j'ai eu tout à l'heure, c'est quoi? Et je pense que c'est ce que j'ai compris dans le propos de Véronique Lehmann. C'est qu'à un moment, quand la maison brûle, quand la famille est en problème, vous n'allez pas rester uniquement sur le contentieux, sur les griefs. Vous allez vous dire, en fait, il faut peut-être s'asseoir. Mais vous allez vous asseoir où? Dans la maison qui brûle, au risque effectivement de brûler avec la maison, où vous allez trouver un endroit, vous allez l'aménager tous ensemble pour pouvoir le faire. Mais il se trouve qu'il y a une seule personne au Cameroun qui est présentée comme le Deus Ex Machina. C'est-à-dire que quand vous allez à l'église, il y a Dieu, mais au Cameroun, il se trouve qu'on a mis le président de la République au même, sur le même diapason que Dieu. Au même diapason que Dieu. Le temps du président, les silences du président dont on s'accommode pendant longtemps. Comment dans notre pays le président ne parle pas pendant des années, sinon dans des occasions rituelles comme le 31 décembre ou le 10 février, Guingassa, Père François-Xavier, Véronique Lehmann. Et on est convenu, et c'est normal comme ça, y compris au sein de son propre parti. Donc je veux dire que sur la question essentielle, nous sommes encore dans les plaies, ça brûle encore au pays. Dans le nord-ouest-sud-ouest, on ne peut pas apaiser la situation dans le nord-ouest-sud-ouest avec une résolution d'une commission sur un statut spécial, d'une part. De deux, pour terminer sur cette séquence, Ayoub Tabé, c'est le président de l'interim government. Quand vous invitez Ikomi Sako, qui a remplacé Ayoub Tabé à l'interim government, et Ayoub Tabé est en prison, vous invitez Manchou Bibixi, Ayabacho Lucas. Vous invitez Ebenezer Akonga, Chris Agnew. Je rappelle que l'un des plus radicaux des factions ambazoniennes, c'est Ayabacho Lucas, qui est en Suède, sur qui pèse, et en Norvège, sur qui pèse un mandat d'arrêt international. Et Ikomi Sako, qui est l'un des plus modérés, qui est donc le remplaçant de Ayoub Tabé, vous l'invitez à quel titre? On ne peut pas avoir le président de l'interim government qui est embastillé, et on invite celui ou ses membres du interim government. Ce n'est pas normal. Soit vous décidez que la faction ambazonienne sécessionniste ne peut pas participer à un quelconque dialogue et que les négociations qui avaient été annoncées sous l'égide du Centre du dialogue humanitaire en Suisse
que le ministre Ngongo a supervisé, puisqu'au sein du régime, on a arbitré. La solution de M. Eko de la DGRE a été mise de côté et on a retenu la solution de M. Ngongo avec les négociations en Suisse. Pendant le dialogue national, aucune allusion n'a été faite à ce processus de négociation. C'est un peu opaque, c'est un peu critiquable, c'est un peu mystérieux et on ne comprend pas pourquoi. Donc je pense que techniquement, on va parler de la question de l'article 62 alinéa 2, mais pour l'instant, politiquement et structurellement, ce n'est pas de nature à apaiser la situation. Alors, Véronique, on a donc entendu les points que soulève Abdelaziz et même le père François Xavier. Est-ce qu'il s'agit pour vous aussi des points qui relèvent des incohérences dans ce grand dialogue qui vient de tenir pendant 5 jours au Cameroun qui même finalement inquiète contre les gages de ramener la paix tel que se voulait ce grand dialogue national? Moi, je voudrais verser dans l'apaisement, comme d'habitude. Je voudrais dire que dans les fonctions telles que président de la République, le président de la République a une fonction qui est difficile, compliquée, dans un pays qui est difficile. Le Cameroun, c'est beaucoup de diversité où il y a de l'unité à créer. Donc, ce n'est pas simple. En même temps, c'est la seule personne qui est élue, qui est représentant d'un peuple. Donc, toutes les personnes qu'Abdelaziz vient de citer n'ont pas cette légitimité par le vote. C'est pour ça que le président Paul Biya a cette légitimité et c'est à lui, dans ses fonctions, de mettre le cadre. Qu'est-ce que fait le Sénat? Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi aller jusqu'au bout. On va laisser. Il a fait une adresse à la nation camerounaise le 10 septembre, après une crise qui nous chagrine tous, qui a fait plein de morts, qui a fait plein de dégâts économiquement. L'image du Cameroun, c'est terrible. Où il a convoqué ce grand dialogue national. Il a fixé le cadre. Il a donné les personnes qui allaient le manager, la feuille de route, les thèmes centraux. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas que le nord-ouest et le sud-ouest. Il a bien compris que le nord-ouest et le sud-ouest, rappelons quand même que c'est le fruit de notre histoire. Une fois qu'elle est là, cette histoire, on va faire avec. On va faire avec. Donc il a tiré des leçons de ce qui n'avait pas marché. Rappelons également qu'il y a une responsabilité aussi des personnes originaires de cet endroit. Et c'est pour ça qu'il a rappelé que depuis 1992, tous ces premiers ministres étaient originaires. Donc moi je veux bien qu'on soit toujours en train de dire il n'a pas fait, il n'a pas fait. D'accord, il est président de la République, mais il a au moins essayé, une fois qu'il a tiré des conclusions, de convoquer ce dialogue qui a ramené dans une vie. Moi, je me suis occupée des adolescents, des jeunes en souffrance. Je vous assure que les jeunes en souffrance, dans tous les pays, les jeunes en déshérence, quand vous leur donnez de la drogue, vous leur faites miroiter des choses. Vous savez, vous pouvez avoir des bombes atomiques, des bombes à retardement. Donc, nous avons aujourd'hui des problèmes de société qui ne sont pas seulement spécifiques au Cameroun, mais qui sont des problèmes du monde. Dans certains pays, on a les banlieues, on a le terrorisme, c'est partout. Qui ignore que des jeunes qu'on arme peuvent devenir des bombes dans leur nation? C'est comme dans une famille. Quand vous en avez un qui n'est pas content, c'est lui qui ouvre la porte à vos ennemis. Donc moi j'ai envie de dire, le président de la République a convoqué ce dialogue. Jusqu'aujourd'hui, on est à peu près dans les tons. Moi j'ai envie de dire que ce dialogue est un succès. Parce qu'on a réussi à sortir certains enfants de la brousse qui aujourd'hui ont perdu des repères, n'ont plus le sens de la vie humaine, décapiter des individus, comme ce que vous venez de raconter. Il faut être dans une autre dimension pour commettre de tels actes. Commençons déjà par ce dialogue qui a été pensé, qui a été impulsé pour parachever quelque chose, un processus. On ne va pas régler les problèmes en 4 jours, on est d'accord. Mais c'est déjà de se dire, il y a un problème. Puisque vous dites que ce problème n'a pas été résolu, venons tous pour venir parler du problème, chacun de sa place, pour que nous puissions parler ensemble. Je veux dire,
Qu'est-ce qu'il y a de plus convaincant que de dire je ne parle plus seul avec mon gouvernement, je vous appelle tous maintenant autour de la table, où que vous soyez, pour qu'on parle en un temps 4 jours. Au même temps, tout le monde parle de la même chose au même moment avec un site. Si vous ne pouvez pas être là, vous envoyez des contributions. De grâce, il s'agit de notre pays. Moi, j'aime tellement le Cameroun que de ma France, là où je suis, je brûle. Il faut qu'on apaise, qu'on arrête de dire toujours que ça va. Il faut que ça aille. Moi, j'ai envie de dire, peut-être parce que je suis une mère, une femme, une maman, que ça doit aller. On doit se dire que ça va aller. Donc, pour moi, ce dialogue est une première étape. Pour moi, il a eu un succès parce qu'il aurait aussi pu se terminer par des bombes au palais des congrès. On n'a pas eu ça. Donc, je touche du bois. Maintenant que ce dialogue a eu lieu, continuons, comme vous le faites sur votre plateau, votre responsabilité aussi importante, ce qu'on dit, nous sommes entendus, nous sommes écoutés. L'histoire du Cameroun ne dépend pas que du président Paul Biya. L'histoire du Cameroun dépend de chacun d'entre nous, de la place où on se trouve. Voilà ce que moi j'ai envie de passer comme message aujourd'hui. Que j'ai été à Yaoundé, que j'ai été invité ou pas, c'est pas grave. Ce qui importe aujourd'hui, c'est ce que je veux du Cameroun, ce que je veux laisser à mes enfants, l'amour que j'ai dans mon cœur pour transmettre aux Camerounais, comment je parle, comment on fait fraternité ensemble. Moi, je vais vous dire, lors de ces réunions, je n'ai pas pu accéder à l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui à se méfier les uns les autres. Est-ce que c'est normal qu'entre Camerounais, nés du même pays, parce qu'on ne parle pas la même langue, avant d'être anglophone ou francophone, qui nous a amenés francophones ou anglophones? Pourquoi je vais me tuer avec Abdelaziz, qui est mon frère ou le père, pour une langue qui n'est même pas la mienne? Non, mais revenons sur terre. Donc je dis, c'est un début, que les gens ne nous prennent pas notre âme et qu'on se tue pour des choses qui ne sont même pas de notre identité. Ressaisissons-nous. Merci. Alors, Père François Xavier, est-ce que pour vous, l'un des points qui a le plus, on va dire, fait couler l'encre pendant ce grand dialogue, notamment la commission sur la décentralisation, est-ce que, tel que vous l'avez entendu, cette commission pour vous semble répondre désormais aux revendications de nos frères du Nord et du Sud-Ouest? Une fois de plus, je suis très content que ces paroles viennent de la bouche de quelqu'un qui représente le RDPC, le parti au pouvoir. Le président Paul Biya n'est pas le seul élu du Cameroun. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a les maires. Donc ce n'est pas à lui de tout décider de ce que le Cameroun doit être et de ce que le Cameroun doit devenir. Le président de la République est en train maintenant de préparer sa succession. Il faudrait que cela se fasse dans les règles de l'art avec un esprit d'apaisement, de paix dont venait de parler Véronique tout à l'heure. Maintenant, concernant le problème de la décentralisation, moi je puis vous dire que moi, je suis contre cette façon de voir les choses au Cameroun. Décentralisation, je vous pose une question simple. Est-ce qu'il est possible que ceux qui ont pendant des décennies profité de la centralisation puissent travailler pour la décentralisation? Je vais vous aider à répondre à cette question. Non. Quelqu'un qui profite de la centralisation ne peut pas travailler pour une décentralisation formelle et sérieuse. Et c'est pour cela que moi, sachant que le problème les anglophones réclament l'État, le fédéralisme. Nous avons au Cameroun le problème du fédéralisme dans le sang. Ne nous voilons pas la face. Si nous ne répondons pas à cette question aujourd'hui, elle reviendra dans 50 ans et nos enfants, comme nous aujourd'hui, vont nous reprocher de n'avoir pas pu apporter à temps la solution à ce problème. Et c'est pour cela que dans le livre que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure, moi j'ai soutenu un fédéralisme à 10 États
fédéré au Cameroun avec un processus électoral qui ne dépend pas seulement des partis politiques. S'il vous plaît, ceux qui pensent que pour accéder, pour devenir président de la République, il faut uniquement et obligatoirement passer par les partis politiques, c'est très faux. Lorsque la responsabilité de la présidence de la République a commencé, il n'y avait pas de parti politique. Je remonte en Égypte, à la Grèce antique et consorts, là où la politique a même commencé, il n'y avait pas de parti politique. Pourquoi confisquer l'opinion publique aujourd'hui au sein des partis politiques? Et c'est pour cela que dans ce livre, moi j'ai proposé que par rapport aux responsabilités qu'on devrait assumer désormais dans un Cameroun à venir, on devrait contribuer avec les partis politiques. Cependant, il n'y a pas que les partis politiques qui doivent animer la scène politique. Qu'on passe par des élections générales, depuis des conseils de village, des conseils de quartier, jusqu'à la présidence de la République. Et que tout le monde soit capable de se présenter, pas parce qu'il est au RDPC, pas parce qu'il est au MRC, pas parce qu'il est tout simplement parce qu'il est camerounais. Allez lire ce livre et moi je comptais que être invité à ce grand dialogue pour faire entendre ce genre de propositions. Donc, une fois de plus, les propositions, les décisions qui ont été prises, les recommandations faites pour la zone anglophone, je pense, nous l'avons dit tout à l'heure, alors que nous étions au dialogue, les armes crépitaient dans la partie anglophone. Ça signifie que les anglophones ne sont pas concernés par cette affaire, n'ont pas été concernés par cette affaire-là. C'est pour cela que moi je suis d'accord avec Véronique pour dire que le président a posé les bases d'un début de dialogue. Il faudrait que ce dialogue se tienne. Il faudrait que ceux qui peuvent apporter quelque chose pour un Cameroun émergent à venir puissent être convoqués, que ce ne soit pas seulement des amis du RDPC qui s'asseyent pour décider de ce que le Cameroun sera demain, que tout ce monde-là puisse être convoqué, que toutes les propositions puissent être prises en compte pour pouvoir construire un Cameroun à venir. Parler de la décentralisation, je dis c'est un faux débat. Le Cameroun a besoin d'être un État fédéral. Et je pense, je vais poser la question, excusez-moi de prendre votre rôle à Véronique qui représente le RDPC ici. Mais on va après. Oui, est-ce que le fédéralisme vous gêne? Le fédéralisme gêne le RDPC. Pourquoi? Est-ce qu'un seul État fédéral de ce monde, vous connaissez un seul État fédéral de ce monde qui n'est pas un État prospère? Alors pourquoi refuser le fédéralisme au Cameroun pour parler d'une décentralisation qui est en fait une centralisation renforcée? S'il vous plaît. Est-ce que selon vous aussi, ces armes continuent à crépiter du côté du nord-sud-ouest traduisent plutôt une rupture totale avec ce qui s'est passé à Yaoundé pendant ces 5 jours? Alors, il y a des forces, des protagonistes, des forces en présence. Et la dimension inclusive du dialogue n'a pas été assurée ou totalement assurée. Tout à l'heure, que ce soit pour ce que Véronique Clément disait ou le père François Xavier, il y a eu des personnes, des profils, des groupes qui ont été invités au dialogue national. Au grand dialogue national, sous le format présidé par le ministre John Gouté, qui a été contesté par les uns, qui a suscité effectivement des interrogations ou des frustrations comme celles qu'évoquait, exprimait le père François Xavier, parce qu'il y a des Camerounais qui ont travaillé, qui ont proposé, qui ont agi pendant de nombreuses années sur les questions structurelles concernant le Cameroun de manière générale et en particulier sur la crise anglophone. La dimension exclusive a encore été exprimée par Tibor Nagui, qui est sous-secrétaire d'État américain, dans sa réaction à la libération de Maurice Kamto, au tweet, et des 333 prisonniers décidés par le président Paul Biya, en mettant en perspective la question du dialogue inclusif. Parce que pour lui, ce n'est pas ce qui s'est fait au Palais des Congrès qui constitue le dialogue inclusif. Donc il y a deux lectures. Et de manière dynamique, le président du dialogue national, le Premier ministre John Gouté, a dit que le dialogue continue puisque les Camerounais ont encore la possibilité de faire des propositions à travers le site internet. Donc ça veut dire que
Ça veut dire que quand je l'ai entendu, puisque j'ai suivi en direct la séance plénière de clôture, ça veut dire que même pour le Premier ministre, on ne pouvait pas en 4 jours parler de questions aussi importantes. On ne pouvait pas en 4 jours, parce qu'on n'a pas fait le cessez-le-feu. Là encore, Guingassa, on revient au problème méthodologique. Vous n'avez pas signé de cessez-le-feu. Il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu. Le président Biya avait pris un décret pour créer une commission de désarmement, de désintégration, de démobilisation et de désintégration et de démobilisation et de réinsertion. Et Fayengo qui préside, qui fait son travail comme il peut, puisqu'il sera au commis de l'État, il a ramené quelques jeunes qui sont sortis de la brousse, mais on voit que ça n'a pas réglé structurellement le problème. Le Social Democratic Front, le parti de John Fundi et de Joshua Oshie ont participé, les deux plus hauts responsables, ainsi que Banam, les députés, puisque le père François avait parlé tout à l'heure des députés du Sénat. À l'Assemblée nationale, le SDF a fait une proposition de résolution sur la crise anglophone. Personne n'a voulu en discuter. En avril dernier, le père Moukete, le doyen des sénateurs, a littéralement poussé un coup de gueule en disant que quel est ce pays où au Sénat et à l'Assemblée nationale, on ne peut pas discuter de la crise anglophone. Donc, en fait, on voit, et dans la réaction du SDF, concernant la proposition, enfin, la recommandation de la commission sur la décentralisation et le développement local, ils disent qu'ils ont pris acte donc de cette recommandation sur l'article 62.2 et en s'appuyant sur des exemples comme celui du Québec. Or, il se trouve que le Québec fait partie d'un État fédéral qui est le Canada. C'est-à-dire que la spécificité du Québec n'est pas simplement liée à sa francophonie, elle est liée au fait que dans le Nouveau-Brunswick et dans d'autres de la côte, il y a des gouvernements, des assemblées locales, oui, des États fédérés. Avec une maturité des populations. Oui, avec une maturité des populations, sauf que les Éthiopiens... non, mais les Éthiopiens ne sont pas plus matures. Oui, les Soudanais du Sud ne sont pas plus... Non, les Soudanais du Sud ne sont pas plus matures que les Camerounais. Non, le Nigeria voisin, notre plus proche voisin, qui partage plus de 1600 km de frontière avec le Cameroun. Oui, tiens, c'est un bel exemple. Parce que, comme je le dis, et on le disait tout à l'heure encore, le dialogue ne fait que commencer au Cameroun pour les questions structurelles. Le Nigeria, en 1960, a 3 régions qui correspondent aux grandes ethnies du Nigeria. Au nord, les Haoussa, à l'ouest, les Yoruba, à l'est, les Igbo. Et en 2019, au moment où on parle, Père François Xavier, le Nigeria a 36 États. 36 États. Les Haoussa au Nigeria, puisqu'il y a des Camerounais qui s'appuient sur des questions identitaires, il y a plus de 10 États Haoussa au Nigeria. Le Borno, l'Adamawa, le Benue State, le Cross River, qui sont frontaliers du Cameroun, en dehors de l'Akwa Ibom, entre autres, et du Taraba, sont, de l'Akwa Ibom notamment, sont des États Haoussa au Nigeria. Ça veut dire quoi? Au Nigeria, ils ont pensé 2 choses. La gestion effective par les populations des affaires locales, les questions de proximité et d'efficacité. Parce qu'on avait 3 grandes régions qui étaient trop grandes en termes d'administration. Donc, c'est les mêmes problèmes qui se posent au Cameroun. La commission Moukete est allée en Suisse, partout, alors qu'on a un voisin à côté de nous qui a une expérience fédérale depuis 1960. Depuis 1960. Donc, je pense que, en fait, si Yaoundé, qui n'a pas pu mener le processus de décentralisation à bien depuis que le Cameroun a été proclamé État unitaire décentralisé par la Constitution du 18 janvier 1996, et c'est lié à quoi? Le père François Xavier le disait, Véronique Lehmann. Les ministres, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, ceux qui sortent de l'ENAM, ceux qui gèrent à Yaoundé, n'ont pas cet esprit-là. Pour eux, quand on prend un décret, comme celui sur la fiscalité communale, quand on prend on vote une loi, comme celle de 2004 sur la décentralisation, on regarde à l'intérieur comment on va prendre du temps. Les transferts de ressources ont été indicatifs et les transferts de compétences ont été réels. C'est-à-dire qu'on transfère des compétences, mais les ressources ne suivent pas. Même ici, certains pans de politique publique. Je parle de notre pays, le Cameroun. C'est-à-dire qu'on a copié le modèle français. Mais il y a des choses qu'on copie en France, on copie très bien en France. Par exemple, construire des maisons, les grandes maisons au Cameroun, les directeurs généraux, les ministres construisent de très très belles maisons comme en France. Mais ils réussissent à le faire. Mais en un temps encore. Mais quand il s'agit de la décentralisation, on veut prendre l'état de la France. Non, on ne peut pas prendre l'état de la France pour en faire des modèles. Au Cameroun,
de 1996 à 2019, il y a eu trop de problèmes. Donc, pour conclure justement... 14 communautés urbaines, Gingassa, 14 communautés. Qu'est-ce qui fait que le président de la République nomme des délégués du gouvernement depuis 1996, alors même qu'on a élu... On a bien compris. Oui. La décentralisation, on va dire avancée, que lisait encore il y a quelques jours à Kamel Foumo, ne semble-t-elle pas répondre à nos elle ne peut pas, préoccupations? Elle ne peut pas répondre parce que elle n'a pas... Parce que sur le papier, nous avons l'organisation communale, 5 décembre 1974, on organise. Nous avons mars 1977, on parle des pouvoirs de la tutelle. Mais comment le préfet, comment le sous-préfet, comment le gouverneur interprète la tutelle? C'est une tutelle non seulement a priori, mais c'est une tutelle qui est un glaive sur la tête des communautés urbaines, sur la tête des municipalités. Et les gens suffoquent dans notre pays. Les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans notre pays. Le FECOM, qui a été créé en 1974, organisé en 2006, perçoit des fonds de péréquation, donc 1 centime additionnel. Au moment de le redistribuer, c'est encore à Yaoundé que tout se décide. Ce sera plus le cas avec... ce sera plus le cas. Mais c'est une résolution, c'est une recommandation. Et le président de la République l'a dit encore. Il a dit qu'il a reçu effectivement ces résolutions. De l'opportunité et de la faisabilité, en fonction et des contraintes de notre pays. Et des capacités du pays. Ça veut dire quoi, Gingassa? Ça veut dire qu'on va encore attendre des années pour qu'il daigne ne plus nommer les délégués du gouvernement, des années pour que les 15 à 20% de recettes qui doivent être prélevés, des impôts qui doivent être prélevés par les communes le soient, parce qu'il faut prendre des décrets, il faut qu'il y ait un travail technique là-dessus, etc., etc. Donc, en fait, ce sont les problèmes de la centralisation. C'est la philosophie du vivre ensemble, de l'État qu'il faut interroger, travailler, avant effectivement d'espérer que ces mesures puissent être effectives. Alors, attendez, Véronique Lehmann, quand on a écouté le Abdelaziz Mondi, qu'est-ce qu'on peut comprendre au RDPC qui fait problème avec, avec le fédéralisme? Non, je vais sortir du RDPC. Je vais prendre le raisonnement technique. Oui. Abdelaziz vient de nous démontrer une philosophie technique des politiques de décentralisation. Il faut comprendre, il faut être du métier, il faut avoir fait la philosophie des politiques publiques. Voilà, je profite du fait que je suis un fonctionnaire, donc j'ai été formé dans une école de service public à mettre en place, loin de moi un manque d'humilité, à mettre en place des politiques publiques. Il se trouve que dans les écoles de service public, ils viennent parler des fonctionnaires qui sortent de l'ENAM, de l'ENA ici et des écoles annexes. Nous sommes formés dans le modèle d'un État centralisé. C'est vraiment quelque chose qui caractérise nos politiques publiques, notre formation. Ce qui est différent des écoles de service public, des modèles anglo-saxons. Donc, quand vous mettez un fonctionnaire qui a été formé sur des politiques de centralisation, vous le mettez sur des politiques de déconcentration et de décentralisation, il est en difficulté parce que son disque dur n'a pas la gymnastique de cette formation. Voilà, vraiment ça me touche ce qu'il vient de dire, mais il faut savoir que dans la mise en œuvre des politiques publiques, il y a la formation qui rentre en compte. Or, il y a eu une greffe de l'administration française, la partie francophone, dans les politiques publiques camerounaises, dans l'organisation structurelle même. Donc, quand il faut mettre en place ces politiques publiques, et c'est pour ça que je dis souvent que la colonisation nous a fait beaucoup de mal et on continue à en payer. Tout à l'heure, j'ai presque poussé un coup de gueule en vous demandant est-ce qu'avant d'être francophone ou anglophone, on n'était pas frères et sœurs? On a copié cette administration qui a été plaquée comme une greffe dans une société communautaire. Et tous les problèmes, même c'est un problème même de modèle. Et je pense, vraiment, j'ai pas envie de sortir de mon droit de réserve parce que je suis un fonctionnaire français, donc je dois aussi protéger mon gagne-pain pour le moment. Et je pense que ces paradigmes, ces modèles qui ont été plaqués dans la société camerounaise, je le dis souvent, ne sont pas adaptés. Et nous payons aujourd'hui le prix des décisions, des politiques publiques, le prix de la mise en œuvre. C'est pas pour dédouaner les personnes qui sont en charge. Je vous prendrai un exemple, c'est la comptabilité publique. Ce que nous on appelle ici la spécialisation des comptes. En direction d'hôpital, il y a des comptes, je ne peux pas faire des virements entre certains comptes parce que j'ai une incompatibilité.
parce que j'ai une nomenclature. Or, ça voudrait dire, vraiment, c'est un exemple que je vous prends de la comptabilité publique. C'est un peu technique, mais ça démontre ce que Abdelaziz... Notre public comprend. Voilà. Ça démontre ce que Abdelaziz vient de parler. Donc, quand on demande dans une comptabilité publique où il y a une unicité des comptes, de spécifier, ça, il faut réformer l'organisation tout entière. Donc, je pense que les résolutions se sont rendues compte de ce qu'on a. Il faut aller rapidement parce que là, pour le coup, il y a urgence. Et on pensait cette solution pour aller plus vite, ce qui ne nous empêche pas, à long terme, de penser nos politiques publiques, de penser notre comptabilité publique, de penser cette décentralisation, parce que ce n'est que le début. Et je pense que pour les personnes qui les mettent en place, pour les fonctionnaires qui les mettent en place au Cameroun, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je demande toujours l'indulgence de cette greffe qui a été faite dans une... Et je pourrais vous faire la démonstration pour plein de choses. Nous avons un salaire individuel. Et quand vous recevez des charges qui sont dans une société communautaire, où l'individu appartient à beaucoup de statuts et de groupes, le salaire ne suffira jamais. Et ça oblige certains à faire des choses qui sont critiquables. Voilà. Donc je pense aujourd'hui que c'est de la responsabilité des Camerounais de repenser un modèle d'organisation, d'administration qui correspondent à l'essence même de ces sociétés-là. Voilà, je pense que la démonstration qu'il a faite, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour repenser les choses, mais pour le moment, je pense que la solution qui a été adoptée, c'est une solution pour parer à l'urgence, pour taire ce qui se passe et pour essayer de penser les choses plus tranquillement dans un long terme. Merci. Voilà ce que je pourrais... poser une question justement plus dans la décentralisation à tout le monde. Le coût de l'implémentation du fédéralisme n'est-il pas assez exorbitant en comparaison de celui de la mise en place d'une décentralisation telle qu'aujourd'hui proposée par les recommandations du Grand Dialogue national? S'il vous plaît, j'ai dit que le Cameroun est à la fin d'une période. Le président Paul Biya a déjà tout donné au Cameroun et aux Camerounais et il se prépare à passer le flambeau. Le Cameroun a des moyens. Lorsque nous faisons la somme de tout ce que les ministres, les directeurs généraux et ainsi de suite. Les moyens, je veux comprendre pour que ceux qui vous suivent. Oui. Les moyens, c'est quoi? Les hommes, l'argent? Oui, les hommes, nous en avons. L'argent, nous en avons. Et je pense que c'est une question de volonté politique que de mettre en application ce fédéralisme qui est inhérent à la nature de l'État camerounais. Le fédéralisme n'est pas négatif au Cameroun. Le fédéralisme n'est pas contre l'État unitaire. Nous parlons des États-Unis d'Amérique, non? Pourquoi ne pas parler des États-Unis du Cameroun? Pourquoi nous voulons toujours aller accuser la France, accuser l'Angleterre et consorts? C'est fini cette affaire-là. Le Cameroun n'a plus besoin de la France ni de l'Angleterre pour penser l'avenir de ce pays, s'il vous plaît. La décentralisation, moi je dis c'est un faux débat. On ne peut parler de la décentralisation qu'au sein d'une administration, c'est-à-dire le ministère des Travaux publics, par exemple, peut parler de la décentralisation au sein du ministère. Mais lorsqu'on se retrouve au niveau d'une nation, d'un État tel que le Cameroun, je dis la décentralisation, c'est un phénomène léger, s'il vous plaît. Alors, Abdelaziz, moi je reviens à la question est la même, hein, mais j'ajoute une autre question à celle-ci. Au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qui a pu se faire voir à Yaoundé sur les oppositions entre les pro-décentralisation et les pro-fédéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas le coût de l'implémentation de l'une ou l'autre des solutions qui a fait que la décentralisation, qui était, on est d'accord, qui était déjà préparée par l'organisateur du Grand Dialogue national, M. Paul Biya, est-ce que le coût du fédéralisme n'a pas fait qu'on choisisse la décentralisation? Le fédéralisme, la régionalisation et d'autres modèles sont des déclinaisons de la décentralisation. Ce sont des modalités qui dépendent du poids et des pouvoirs de l'État central.
Vous avez des États centraux qui conservent la monnaie, les relations extérieures, l'immigration, et laissent aux États, aux provinces, aux Länder, en Allemagne, ou provinces au Canada, des responsabilités importantes. C'est-à-dire que sur la sécurité routière, sur l'aménagement des routes, sur les hôpitaux, sur l'éducation, sur les transports publics. En France, c'est une question sur la régionalisation qui a fait partir littéralement de Gaulle. C'est-à-dire qu'un référendum, celui de 69, et Mitterrand est venu consacrer cela avec un statut de la décentralisation sous le ministre de Fer. Donc, et aussi, en France, vous avez vu le problème corse, le problème basque. Et que sur les plans identitaires aussi, il y a des questions qu'on soulève. Et pourquoi je parle des questions identitaires? C'est que quand vous réglez les problèmes avec la seule entrée comptable, vous ne pouvez pas régler les problèmes politiques avec la seule entrée, la seule variable comptable. On règle les problèmes politiques. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de la question du Nigeria, par exemple. Le Nigeria, qui est parti de 3 régions à 36 États. À 36 États. Il y a même des États qui ont disparu. Et les États qu'on a fusionnés. D'ailleurs, que fusionnés, il y a des États qui ont disparu au Nigeria. En les fusionnant, on réduit forcément les charges. On réduit forcément les charges. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Il ne faudrait pas que l'État de l'État central soit diffusé dans les États fédérés, dans les régions ou les provinces. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce qui a caractérisé le pouvoir central de Yaoundé, les problèmes de gouvernance, les problèmes de corruption, les problèmes d'inertie, etc., pourraient être diffusés, ruisseler. Avec la multiplication des acteurs. Avec la multiplication des acteurs. C'est-à-dire que celui qui voulait être ministre à Yaoundé va finalement être là dans sa petite région, etc., et puis être un petit roi, un petit chef. Ça, on peut régler, puisqu'il y a un produit de l'expérience. L'expérience de nos voisins, on a parlé du Nigeria, l'expérience internationale. Il y a la RDC aussi. L'expérience internationale, et puis également la propre expérience camerounaise. De deux, sur la question du coût. De 2010 à 2015, l'État camerounais, les différents budgets, si on les cumule, a fait 20 000 milliards. Et combien ont été transférés aux collectivités territoriales décentralisées? Le CTD. Vous avez le Premier ministre du Cameroun qui préside le Conseil national de la décentralisation qui a été mis en place en 2008 sous le Premier ministre Inoni Ephraim, avec M. Apollinaire Penda, qui est secrétaire permanent, qu'on n'a pas entendu au dialogue national. C'est-à-dire que voilà un pays qui a un Conseil national de la décentralisation, qui se réunit depuis 2008, et le secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation n'est pas une cheville ouvrière au dialogue national. Alors que c'est lui qui doit venir faire le bilan, puisqu'il s'assoit avec le Premier ministre Inoni Ephraim, et Moussongue Inoni Ephraim, Yao Filemon et aujourd'hui John Gouté. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est ça où c'est où qu'on a sa gouvernance, c'est-à-dire que par l'évaluation. Le Premier ministre tient des conseils de cabinet, le Premier ministre de la République ne tient pas de conseil des ministres de manière régulière. Alors il y a un problème. Comme le Premier ministre n'a pas un pouvoir de décision important, il faut attendre les arbitrages qui viennent d'étudier, donc du palais de l'unité, l'un des facteurs de l'inertie. Alors 20 000 milliards de budget en 5 ans, 2010-2015, 500 milliards transférés aux collectivités territoriales décentralisées. Et sur les 500 milliards, les 14 communautés urbaines, c'est-à-dire que vous avez les 14 communautés urbaines ont 12% de ce montant et les collectivités, donc la commune qui est la base de la décentralisation, a moins de 8% de ce montant. Donc quand vous avez 1 million de francs CFA collectés par l'impôt, donc les services de M. Fatouin au Cameroun, par le FECOM, la direction générale du FECOM, les centimes additionnels communaux qu'on reverse au FECOM, les fonds par le mécanisme de péréquation, vous avez 1 850 000 francs vont à l'État. 850 000 francs vont à l'État. Et vous avez sur ce qui reste, 12% qui vont aux communautés urbaines, dont 120 000 francs CFA. Et vous avez la portion congrue. La portion congrue qui va aux collectivités territoriales, la base qui est la commune. Voilà la réalité du Cameroun. Ça veut dire quoi? Autrement dit, si la répartition est faite de manière juste, les collectivités territoriales décentralisées, donc ces démembrements de l'État, peuvent avoir les moyens pour gérer l'école, l'entretien routier, etc., etc. À condition que la péréquation soit bien faite. Oui, la péréquation... Il n'y a pas inégalité entre les riches. Oui, mais d'abord, la péréquation, c'est un mécanisme de solidarité. Oui. C'est pour cette raison qu'en 1974, oui, en 1974, quand il y a eu la loi
sur l'organisation communale, il y a eu un organisme qu'on a mis en place pour être la banque des communes, donc assurer la péréquation. Parce que, Père François Xavier, le problème qui s'est posé avec la crise anglophone, qui est une modalité du problème anglophone, c'est que nous sommes dans un pays où, sur 7000 km², à Mundemba, dans le Ndian, à l'horizon, vous avez des populations qui pêchent, qui crèvent la dalle, comme on dit en France trivialement, mais qui voient à l'horizon des entreprises qui exploitent le pétrole offshore. Vous avez des gens de Total, de Perenco, de Cotco, et qui polluent l'environnement. Vous n'avez plus de poissons. Donc, les gens sont obligés de migrer, d'aller dans d'autres régions pour avoir du poisson. Et quand la Société nationale des hydrocarbures, qui prélève l'impôt sur les sociétés pétrolières et la redevance, quand elle reverse des fonds à l'État, on ne pense pas, a priori, à ceux-là qui sont accolés dans le Rio del Rey, dans les 7000 km² d'exploitation offshore au Cameroun. Et ça a duré pendant longtemps. Ça veut dire que les fonds qu'on tire, les 300 milliards d'impôts et de redevances qu'on prélève, si effectivement elles étaient investies localement, si elles bénéficiaient aux collectivités territoriales décentralisées, il n'y aurait pas de problème de coût de financement. Donc le problème, c'est que sur ce qui est prélevé actuellement, sur l'existant actuel au Cameroun, j'ai parlé de 20 000 milliards entre 2010 et 2015, il n'y a que 500 milliards qui ont été affectés. Donc si on change l'échelle, on va avoir des Camerounais qui pourront avoir des moyens, obtenir des moyens pour pouvoir prendre en charge les missions qui leur incombent en tant qu'élus locaux. D'accord. Alors, donc, pour finir, boucler cette deuxième partie de notre émission, parce qu'on va avoir une dernière partie, moi j'ai envie de demander à Véronique Lehmann aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur vraiment? Qu'est-ce qui fait peur au RDPC avec cette idée de fédéralisme? Qu'est-ce qui fait peur? Je ne crois pas que ce soit une question de peur. Je dirais que c'est tout changement en management, tout changement pose des incertitudes, tout changement pose question, tout changement... les sociétés africaines sont des sociétés où il y a beaucoup de changements, où les structures des sociétés sont assez fragiles. Donc, à peine vous finissez une crise, vous recommencez une autre. Donc, vraiment, avec des greffes de civilisation, d'identité qui compliquent encore des choses. Plus une organisation de la société, une administration qui est lourde, que je redis, certes, nous l'avons hérité, mais aujourd'hui, il s'agit de prendre cet héritage pour penser nous-mêmes un modèle camerounais. J'insiste vraiment sur ce modèle métissé parce qu'il s'agit de prendre, comme il disait, il a dit, le bon et le mauvais. Or, on copie souvent le mauvais. On ne copie pas le bon. En France, si je prends l'exemple de la décentralisation, il y a des secteurs qui ne marchent pas, comme les routes. Il y a une décision, il y a 3 ans, on a décentralisé la gestion des routes départementales. Mais on a gardé les fonds, là où les fonds étaient. Donc, j'ai envie de dire que tout ce qui est nouveau, ce n'est pas tellement la peur. C'est de mettre en place des mécanismes nouveaux. C'est de rôder à nouveau des acteurs qui sont habitués à un fonctionnement. Parce que quand vous êtes habitué à un fonctionnement, vous faites des choses par routine. Quand il faut recommencer des nouveaux fonctionnements, des nouvelles procédures, ça fait peur. Donc je dirais que le problème est plus dans la mise en œuvre que de la conception du modèle. Voilà. Merci, merci. Donc, alors, je voudrais, pour sortir donc, de cette deuxième partie, également poser une dernière question à Abdelaziz et au père François Xavier. Est-ce qu'on peut penser qu'au-delà de la décision de recommander plutôt la décentralisation, on a une lueur d'espoir que l'apaisement suive dans ces régions du Nord et du Sud-Ouest? S'il vous plaît, la décentralisation ne règle aucun problème socio-politique au Cameroun. Il n'y a pas que eu ça pendant ce que ça, je dis, au-delà. La décentralisation ne règle pas le problème anglophone. Et il n'y a pas que le problème anglophone qui soit un problème socio-politique au Cameroun. Nous avons évité Boko Haram au nord et toutes les autres crises que nous connaissons au Cameroun. Donc, la décentralisation telle qu'elle est conçue et implémentée par le gouvernement de Yaoundé ne règle aucun de ces problèmes. Elle ne règle même pas le problème de la gestion des communautés, des communes au Cameroun, parce que quelqu'un me disait encore que pour qu'un maire au Cameroun... Est-ce que vous avez, juste, je vous permets d'interrompre, excusez-moi.
parce qu'on a quand même les textes qui consacrent cette décentralisation dite avancée, telle que lue aujourd'hui dans les dernières publications du comité d'organisation du Grand Dialogue National. On voit quand même un certain nombre de choses qui sont données pour servir d'autonomie au Région du Nord et du Sud-Ouest. C'est pour ça que je vous demande pourquoi vous dites que c'est, de manière aussi absolue, pourquoi dites-vous de manière aussi absolue que cette décentralisation ne règle rien? Il y a la théorie et il y a la pratique. Nous savons qu'au Cameroun, passer de la théorie à la pratique de la chose la plus difficile. Nous avons des textes qui ont été votés depuis des années, des décennies aujourd'hui, qui n'ont jamais été appliqués. Et je puisse vous garantir que le président Paul Biya ne va pas régler ce problème de décentralisation. Il va le laisser. Et c'est pour cela que moi j'invite les Camerounais, non pas à s'asseoir pour la décentralisation, mais à s'asseoir et profiter de la fin du séjour du président Paul Biya pour régler tous les problèmes. Je ne sais pas si... Fin de séjour oui, au Cameroun. Fin de séjour à la magistrature suprême. Il faut déjà y penser, s'il vous plaît. Il faut déjà y penser. Mon papa... C'était pour nos téléspectateurs. Oui, non, pas pour faire de séjour. Pour mon père, c'est vous qui êtes Dieu. S'il vous plaît, ne jouez pas. Non, mais il a... Vous voyez, je ne suis pas toute salariée. L'expression qu'il a... C'est déjà un monsieur âgé. Je pense même qu'à l'heure actuelle, c'est parce qu'il ne veut pas laisser la barque avec ceux qui s'accrochent éperdument qu'il est encore en train de vous supporter. Permettez-lui de vous laisser un Cameroun stable. Et cela ne peut se faire que en le laissant convoquer les Camerounais à l'heure actuelle pour préparer cette transition. N'ayons pas peur des mots. En le disant, on ne dit pas que le président Paul Biya a cessé d'être président du Cameroun. Personne ne l'insulte et on ne devrait même pas insulter le président Paul Biya. Je veux revenir sur ce problème de décentralisation. J'étais en train de dire que il se trouve qu'au Cameroun, pour qu'un maire X d'une commune Y puisse décider, c'est la femme du ministre machin qui vient lui donner la signature. Vous croyez que le problème de la décentralisation va résoudre ce problème-là? Je dis non. À l'heure actuelle, vous avez, à l'issue du grand débat, trouvé une résolution qui élisait les gouverneurs des deux régions anglophones. Dans vos textes que vous êtes en train de citer là, vous avez pensé ce problème-là avant. Vous ne croyez donc pas que c'est un désordre qui s'infiltre dans vos programmes de décentralisation. S'il vous plaît, il est temps que nous pensions des choses de manière sérieuse. N'ayons pas peur du fédéralisme. Vous avez parlé du coût tout à l'heure. Le fédéralisme ne va rien coûter au Cameroun. Nous avons un effectif de plus de 60 ministres. Croyez-vous que si le fédéralisme, c'est des propositions que je fais, ramène l'effectif des ministres à 10 ministres par exemple, c'est possible. Quand tu prends le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la civilisation... L'organisation des États fédérés également. L'organisation des États fédérés... Générera des charges quand même. Hein. Oui. Donc la réduction du nombre de ministres ne suffira pas. Parce qu'il faudra également revoir la génération de charges au niveau des États fédérés qui doivent être organisés. Mais qui doivent être avec le même budget que nous sommes en train de gérer. Non, s'il vous plaît, je vous garantis que ça sera même ce qu'il faudra dépenser sera moins que ce que nous sommes en train de dépenser maintenant. S'il y a une volonté politique du fédéralisme au Cameroun, n'ayons pas peur du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est la seule solution au problème du Cameroun à l'heure actuelle. D'accord. Alors, Abdelaziz, on va plutôt sentir sceptique quant à l'engagement du président de la République à mettre en place les recommandations qui ont été faites à la fin du Grand Dialogue National. Est-ce que pour vous, si ces recommandations étaient finalement implémentées, on aura commencé à résoudre les problèmes du Cameroun? Ou alors, il faut absolument, comme dit Père François Xavier, implémenter le fédéralisme comme solution par tous les moyens au problème du Cameroun. Mais le président nous a dit que tout cela dépend de l'opportunité, donc du temps qui se présente. Et qui évalue l'opportunité, c'est lui. De la faisabilité, donc il faut mettre à l'étude. C'est ça, la faisabilité. Vous avez une étude de faisabilité, vous pouvez avoir une très belle idée, c'est de changer complètement cet immeuble-ci.
mais vous avez des normes qu'on va vous imposer, vous avez un certain nombre de contraintes qui vont faire que dans la faisabilité, il faudra réajuster. Tous les architectes du monde sont soumis à cela, à ces contraintes techniques. Et vous avez les capacités du pays. Les capacités du pays, c'est-à-dire les moyens, donc l'argent. Le Cameroun venait de réajuster son budget. Juste pour repréciser, ces mêmes points que mentionne le président dans la prise en compte des recommandations sont valables si on avait choisi le fédéralisme, on est d'accord? Non, c'est tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que, juste précisément, et ça, il ne faut pas qu'on tombe dans le même biais. Le Cameroun a vécu avec André-Marie Mbida, avec Aïdjo, puis avec Biya. Donc, c'est-à-dire que ce sont des parenthèses dans l'histoire de notre pays. Il faut se projeter, préfigurer. Dans 100 ans, dans 150 ans, il y aura le Cameroun. Et j'ai constaté après cette séquence électorale, donc après la dernière présidentielle, qu'il y a des choses qui sont remontées. Vous avez les Bamoun dans l'Ouest Cameroun qui réclament à corps et à cri, une grande partie tout au moins de ces Bamoun, d'avoir une région propre à eux. C'est-à-dire que qui vont appeler la région du Nord ou du Centre-Ouest. Comme ça aussi, comment voilà, les Sawa. Vous avez les Bassa Batimpo qui se sont réunis en juillet, le 25 juillet à Edea, pour converger autour de ce qu'ils appellent la Grande Sanara Maritime qui réunirait le Nyon Ekele et la Sanaga Maritime dans une entité. Vous avez des hommes politiques, effectivement, qui, à la faveur de ce débat sur le fédéralisme ou la décentralisation, vous avez des leaders d'opinion, Dieudonné Somba, Mathias Sereko-Onangini, Cabral Libi, vous avez une association de fédéralistes camerounais avec le père Lado, vous avez un certain nombre, Agbobala, qui est du côté anglophone, qui ont des déclinaisons dans cette affaire de fédéralisme ou de décentralisation. Il y a des pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est uni pour se fédérer. C'est-à-dire que sous la houlette de Bismarck, on a des petits États allemands qui se sont fédérés, qui se sont unis, qui se sont fédérés. Et aujourd'hui, on voit le modèle allemand qui est un modèle performant. Parce que la fédération, ce n'est pas simplement de s'appuyer sur les ressources existantes, l'exploitation du pétrole, le budget existant, mais c'est aussi de stimuler le développement économique. Avoir même des concurrences entre les régions, avoir même des concurrences à la région en maintenant des principes de péréquation. Une concurrence positive. Oui, positive, de stimulation, d'émulation, en maintenant des principes de péréquation et de solidarité. Il faudra créer une fonction publique territoriale qui n'aura pas le même grade et les fonctions. Les mêmes statuts. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des modèles, les pays se sont unis pour se fédérer. Il y a des pays qui se sont fédérés pour s'unir. Le cas des États-Unis d'Amérique, qu'a cité tout à l'heure le père François Xavier. Donc, nous avons des modèles. Nous avons l'avantage du recul. Nous avons l'avantage de la réaction. Nous avons un certain nombre d'avantages entre Camerounais comme Camerounais avec nos cerveaux brillants reconnus dans le monde pour pouvoir trouver le modèle qui s'y est. Véronique Lehmann, le père François Xavier ont parlé de quelque chose de très important, des choses qui me marquent et des choses qui me touchent, qui me préoccupent. C'est l'africanisation, comme l'Église l'a fait avec l'inculturation, des questions qui relèvent de nos héritages coloniaux. Il se trouve que dans les royaumes de l'Ouest Cameroun, dans les lamidas du Nord Cameroun, même dans la façon de gérer dans un certain nombre de villages du Sud, la décentralisation ou le fédéralisme existe. Parce que dans cette Afrique que nous avons connue, l'Empire du Mali était une fédération. C'est une super fédération avec des formes d'autonomie qui existent au niveau local. Vous avez par exemple chez les Bandioun, dans l'Ouest Cameroun, quand vous avez la structuration, vous avez des chefs, vous avez le roi, vous avez des chefs qui déclinent un tout petit peu le pouvoir à leur niveau, avec des responsabilités locales. Donc on ne peut pas faire comme si l'arrivée des Allemands en 1884, sur le plan formel, l'arrivée des Français et des Anglais en 1916, avec la bataille de Morat qu'ils ont remportée, est le début de nos façons de nous organiser en tant qu'État. On ne peut pas le dire. Le problème, c'est aussi que cela n'est pas suffisamment intégré dans la réflexion telle qu'on l'a fait. Et c'est pour cette raison qu'on a ces impasses. Les gens n'arrivent pas parce qu'on a des mots qui sont plaqués. Décentralisation et fédéralisme, ce sont des mots entre guillemets importés, alors qu'on a vécu même des réalités avec ces façons de se gérer ou de s'auto-gérer. Donc il faudrait deux choses. Que sur le plan technique, on l'a dit tout à l'heure avec Véronique Lehmann, que cette évaluation soit faite, que ce travail soit fait. Elle venait d'évoquer tout à l'heure la fonction publique territoriale et l'évaluation de ce qui a fait jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, sur le plan politique et stratégique, qu'on essaye de voir la réalité des populations, ce qu'elles demandent.
les populations demandent à gérer effectivement leurs affaires. Le père François-Xavier tout à l'heure parlait des conseils de quartier. Ici, il y a des expériences de démocratie locale qui se développent. Les conseils de quartier avec des élus. Pourquoi on n'aurait pas dans nos villages des démembrements, une vie citoyenne et démocratique qui s'exerce de sorte que la question du contrôle citoyen, la question de la gestion effective par les citoyens des affaires devienne quelque chose de culturel, devienne quelque chose d'habituel. Donc c'est un débat qui est général, c'est un débat qui est vaste, qui ne peut pas se résumer à ce qui s'est passé au Palais des Congrès du 30 septembre au 4 octobre. Non, ce n'est pas possible. D'accord, merci. Je vous propose un court moment de pause et puis on va donc repartir pour la dernière partie de cette émission qui sera consacrée à la libération non seulement des 33 détenus, 333, pardon, autant pour moi, les 333 détenus de la crise du Nord et du Sud-Ouest, et aussi des leaders du MRC et des membres de la crise post-électorale. Voilà, à tout de suite.